introduire un petit peu le cadre de notre débat, mais d'abord je vais présenter tout de même les intervenants. Donc Sébastien Dutreuil, à gauche, est historien géologue et historien des sciences. Il a travaillé sur l'histoire des sciences du système Terre et il nous expliquera tout à l'heure comment, au fond, la Terre, comme totalité géophysique, géochimique, est devenue un objet en même temps de science et de politique. Ami Dahan est également historienne des sciences. C'est une des observatrices les plus savantes et les plus expérimentées des négociations climatiques. Alors, pas seulement, mais notamment des négociations climatiques. Elle est l'auteur, avec Stéphane Aïkout, d'un livre qui a fait date, qui s'appelle « Gouverner le climat, 20 ans de négociations climatiques », qui est paru en 2015, qui vraiment est encore à ce jour l'ouvrage de référence en fait, sur la construction du climat comme un espace de diplomatie internationale. Et puis, Jade Lingard nous fait l'amitié de rester à cette table encore pour 1h30, puisque nous avions invité Juliette Rousseau, qui est une activiste des mouvements pour la justice environnementale, mais qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Et donc, au pied levé, Jade Lingard, qui elle aussi observe, suit, documente et médiatise ces mouvements depuis très longtemps, non pas la remplacer, mais en tout cas nous accompagner pour continuer à discuter avec vous. Alors c'est très bien que notre table ronde prenne la suite de celle dont Jade, tu faisais partie tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de questions qui ont déjà été posées lors de votre table ronde et qui resteront près de nous, notamment évidemment la question des politiques énergétiques, qui sont centrales dans le problème climatique. Donc il y a déjà eu un petit peu de débat, et donc d'ailleurs peut-être certaines des questions que vous vouliez poser lors de la table ronde précédente, vous pourrez encore nous les poser tout à l'heure. Alors, je voudrais simplement, à titre d'introduction, poser un petit peu le cadre de nos discussions, parce que depuis quelque temps, la crise climatique est sur l'avant-scène médiatique, politique, sociale, mais ça ne veut pas nécessairement dire que nous ayons tous les cartes pour bien appréhender de quoi il est question. Je pense qu'on peut, pour prendre pied dans ces questions, décliner le problème en 3 aspects. Le problème climatique, c'est d'abord l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, autrement dit, des trajectoires d'émissions qui, nous disent les sciences du climat, sont très mauvaises. Pendant quelques centaines de milliers d'années, la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère se stabilisait autour de 300 parties par million. Nous sommes aujourd'hui autour de 410, 415, ce qui est déjà bien au-delà des seuils qu'il n'y a pas si longtemps on considérait comme critiques. Donc, nous avons réalisé collectivement, alors qu'il s'agisse du capitalisme ou pas, on verra, mais nous avons réalisé collectivement un forçage des structures géologiques, géochimiques de la planète qui nous emmène sur un territoire inconnu. On ne sait pas exactement comment vont réagir les océans, les calottes glaciaires, les sols, et nous-mêmes, nous ne savons pas exactement comment nous allons réagir. Donc, c'est le premier aspect de la question. La crise climatique, c'est aussi un objet de négociation internationale. Donc, c'est Ami Dahan qui vous en parlera plus en détail. C'est-à-dire l'amorce, à la fin des années 80, d'un cycle de négociation sous les auspices des Nations Unies, qui a été conçu pour porter la voix des sciences du climat, des sciences de la Terre, dans un espace de construction d'un certain nombre de normes qui s'adressent aux industries, aux systèmes productifs, aux États, et qui a connu, non pas son terme, non pas son aboutissement, mais l'un de ses points forts en 2015 lors de la conférence de Paris, qui est une série de rencontres internationales qui se poursuit. Et puis, troisième aspect de la crise climatique, qui est peut-être plus récente d'une certaine manière, c'est le fait que cette crise est en train de déborder, et c'est une excellente chose, dans la sphère publique. Vous avez vu, et probablement avez-vous aussi participé aux marches pour le climat. À partir de l'année dernière, un nouveau mouvement social, celui des Gilets jaunes, a entièrement changé la donne en montrant que les législations sur le prix du carbone, sur les infrastructures de transport, en fait, venaient toucher le nerf le plus vif de la question sociale,
ce qui a été popularisé par la question fin du monde, fin du mois. Donc nous sommes dans une situation qui est apparue finalement assez récemment quand même, où ces trajectoires d'émissions, ces cycles de négociations internationales et la question sociale, environnementale forment un paquet d'enjeux systémiques qui se posent à des échelles locales, nationales, internationales, sur des temporalités parfois très courtes, parfois très longues, qui tout ensemble composent ce qu'on peut appeler l'enjeu climatique. Malheureusement, ce qui compose aussi l'enjeu climatique, c'est le fait que ces trois aspects du problème sont dans l'impasse, sont dans une impasse gravissime. On a de bonnes bases scientifiques, on a de bonnes bases juridiques, on a un début de mouvement de sensibilisation publique, mais tout cela n'a pas encore produit les effets qu'on est en droit d'attendre, c'est-à-dire les causes du changement climatique continuent à s'accélérer. Hein. Nous n'avons pas encore stabilisé la courbe des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, l'autre aspect de ce que je voulais dire, et après je m'arrête, concerne un petit peu plus les sciences sociales, parce que nous sommes dans un festival de sciences sociales, il faut tout de même en dire un mot. Je pense que la question climatique est l'une de celles qui nous oblige, nous, en tant que chercheurs, en tant qu'intellectuels, aussi en tant qu'enseignants, à réviser d'une manière totalement radicale nos instruments d'analyse, les concepts que nous utilisons. Les sciences sociales sont nées au tournant du XXe siècle dans un monde qui était défini par des rapports de force interétatiques totalement différents, par des appareils productifs totalement différents du nôtre, mais aussi un monde défini par une certaine stabilité du climat. Alors, il y avait déjà un début d'augmentation des gaz à effet de serre, mais ce n'était pas encore tout à fait perceptible. En tout cas, le monde qui a vu la naissance des sciences sociales, en exagérant un petit peu, est un monde qui n'existe plus. Et comme les sciences sociales doivent s'imprégner du monde dans lequel elles vivent, du type d'aspiration collective que ce monde suscite et du type de données scientifiques aussi dont on dispose, eh bien, le changement climatique ou la crise climatique est aussi ipso facto une crise des sciences sociales. Non pas une crise des sciences sociales dans le sens où les sciences sociales ne s'en relèveront pas, ou dans le sens où elles seraient rendues caduques par ce phénomène-là, mais dans le sens où elles doivent renouveler en bonne partie leur équipement intellectuel et la façon dont elles proposent de prendre la parole en public aussi pour discuter de ces enjeux. Voilà, je m'arrête là pour le court propos introductif. Et bien, je donne tout de suite la parole à Sébastien Dutreuil. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc le titre de ce que je vais présenter est « Quelle est la nature de la Terre? Conséquences scientifiques et politiques de l'émergence du système Terre ». Alors, j'emprunte le titre à un article paru dans une newsletter d'une institution qui s'appelle l'IGBP, article qui se terminait par les mots suivants: quelle est la nature de la Terre? Le défi de l'IGBP au cours des 3 prochaines années est de faire une contribution significative pour répondre à cette question. Alors l'IGBP, c'est une institution qui a rassemblé plusieurs milliers de chercheurs en sciences de la Terre et de l'environnement, des écologues, des océanographes, etc. Et c'est au sein de cette institution qu'a émergé le concept d'anthropocène dont vous avez certainement entendu parler maintenant. Alors quand on pense au travail des scientifiques en sciences de la Terre, du climat et de l'environnement, on pense à l'acquisition de données par les campagnes océanographiques, les ballons-sondes, les satellites ou les campagnes de carottage de glace, ou au travail de modélisation. Et il y a un aspect du travail des scientifiques auquel on pense peut-être moins spontanément et qui a été important, et c'est celui dont je vais essayer de vous parler. Il y a un petit groupe de théoriciens et d'experts au sein de cette institution qui a mené une réflexion explicite sur la nature de la Terre, sur quel genre d'objet est la Terre, et ils ont proposé un nouveau nom, un nouveau concept qui est celui de système Terre. Et donc il s'agissait de définir les nouvelles frontières de cet objet, le genre d'entités qui en font partie, est-ce qu'on peut ou non en faire des modèles, etc. Alors,
le genre de travail qui a été mené par ces théoriciens et le concept de système Terre qui a émergé hérite en grande partie de l'hypothèse Gaïa, qui est une hypothèse qui avait été proposée dans les années 70 par Lovelock et Margulis, qui proposait l'idée que la vie, par son activité ou son influence sur l'environnement, pourrait réguler l'environnement géologique face à des perturbations. Et c'est cette idée de régulation qu'avaient ensuite mené les auteurs de Gaïa à l'idée que Gaïa, c'est-à-dire le système composé de la vie et de son environnement à une échelle planétaire, devait être comparé à une forme d'organisme. Donc c'est une conception de la Terre qui a irrigué à la fois les écologies politiques ou les mouvements environnementalistes et qui a été aussi centrale pour les sciences de la Terre et de l'environnement. Alors on l'a souvent présenté comme étant une hypothèse marginale, une sorte de philosophie de la vie qui a été proposée par un scientifique retiré dans la campagne et un peu isolé du monde. En fait, c'était dès le départ une conception de la Terre qui fournissait un cadre de réflexion anthropologique pour réfléchir à la pollution de l'environnement global et qui avait été taillé pour ça. Lovelock, qui était un chimiste, ingénieur et consultant, travaillait à la fois pour les institutions scientifiques des sciences de la Terre et de l'environnement et était consultant pour les entreprises chimiques et pétrolières. Donc il était au carrefour des questions de pollution globale qui émergeaient à l'époque. Donc après cette introduction, le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que l'idée de système Terre a constitué pour les scientifiques un nouvel objet de savoir. Il y avait cette idée que sur la base de la reconnaissance de l'existence de ce nouvel objet, on allait fonder une nouvelle science, et certains auteurs ont parlé de leur propre science comme une sorte de nouvelle révolution copernicienne. Ce dont ils voulaient se démarquer, c'était notamment de la physique du climat. Donc, je vous ai à l'écran, vous voyez un diagramme qui représente ce qu'on appelait dans les années 70 le système climatique. Et sans rentrer dans les détails, en fait, si on regarde ce qu'on mettait dans le système climatique, c'est-à-dire dans le système qu'il fallait étudier si on voulait comprendre le climat, il y avait essentiellement des variables physiques, c'est-à-dire il s'agissait de comprendre les mouvements mécaniques des masses d'air et les échanges d'énergie entre ces masses d'air. Et les partisans de la conception du système Terre ont proposé des nouveaux diagrammes, des nouvelles conceptions de la Terre dans lesquelles ils ont mis en avant au moins deux éléments importants. Premièrement, l'idée que la physique du climat ne prenait pas suffisamment en compte l'importance de la vie et des cycles chimiques de la matière qui opèrent à la surface du globe et des interactions entre la vie, la chimie et la physique. Et donc ils ont essayé de proposer des nouveaux diagrammes qui intégraient ça et qui devaient être la base des modèles. Et la deuxième idée importante qu'ils ont véhiculée avec cette conception du système Terre, c'est l'importance de non-linéarité dans le système, c'est-à-dire l'idée que le climat pourrait changer de manière non pas graduelle, mais avec des sauts abrupts, c'est-à-dire une toute petite perturbation du climat ou d'une partie de l'environnement ou d'une partie de la Terre, donc ce qu'ils ont appelé les organes de la Terre, pourrait mener à une transition abrupte ou catastrophique. Alors ces efforts déployés par ce petit groupe ont eu des effets sur les modèles qui étaient utilisés par le GIEC et qui étaient à la base les modèles issus de la physique du climat. Vous avez à l'écran une évolution des différentes variables ou des différents processus qui ont été pris en compte dans les modèles du climat. Donc initialement, on avait essentiellement des modèles de physique climatique et progressivement, il y a toute une série de nouveaux processus, notamment l'effet des vivants, qui ont été pris en compte sur les modèles. Le deuxième point deuxième et dernier point sur lequel je voudrais m'attarder, c'est que cet objet a également été un nouvel objet de pouvoir, ou en tout cas qui a été à la base d'articulation de politique climatique. Une des idées les plus importantes récemment qui a été élaborée par ce petit groupe de théoriciens, c'est l'idée de limite planétaire qui a fait ressurgir, si vous voulez, l'idée de limite à la croissance qui avait été proposée dans les années 70, qui était essentiellement basée sur des problèmes de limites en termes de ressources, de stocks qui s'épuisent. Et récemment, des auteurs sont mis à parler de limites planétaires en identifiant une série, non pas de ressources qui s'épuisent, mais de processus qui ont lieu à la surface de la Terre, que ce soit des cycles de la matière ou le changement climatique, toute une série de processus sur lesquels les humains ont une influence et qui pourraient être perturbés, au sein desquels il y aurait des limites au sein desquelles il faudrait rester. Voilà. Un de ces limites ou un de ces objectifs célèbres dont vous avez peut-être entendu parler, c'est l'objectif des 2 degrés, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait maintenir l'objectif, le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Et cet objectif, il a été élaboré par Schellnhuber, qui était un des théoriciens importants du système Terre et de l'IGBP dans les années 90,
et qui a justifié un peu cet argument des 2 degrés, justement sur la base d'une comparaison de la Terre à un organisme et d'une sorte de fièvre que la Terre aurait avec le changement climatique. Et cette conception de la Terre a récemment nourri les spéculations en vogue sur l'effondrement ou le mouvement collapsologique. Vous avez ici une figure d'un article récent qui est paru l'année dernière, qui est l'article le plus cité, toute discipline confondue l'année dernière, et qui était un article qui proposait une sorte de réflexion ou de perspective sur la possibilité que, à horizon par exemple de 2050, on allait avoir non pas une augmentation progressive du climat, mais une variation brutale de la trajectoire climatique, et donc une évolution potentiellement catastrophique. Et cet article, il a été lu, qui était initialement un article de perspective, a été lu comme un article de données scientifiques par certains mouvements. Et cette conception, j'ai encore 2 minutes ? Cette conception de la Terre a également récemment modifié la manière dont on pourrait présenter ou penser la géo-ingénierie. Alors la géo-ingénierie, c'est l'ensemble de ces techniques qui visent à modifier intentionnellement le climat en fertilisant artificiellement l'océan ou en envoyant des aérosols dans l'atmosphère. Et pendant longtemps, ça a été considéré comme des techniques d'apprentis sorciers du climat, des physiciens avec une conception mécanique de la Terre qui serait héritée de la modernité ou de la guerre froide. Et donc, c'était une idée qui était souvent critiquée sous cet angle-là. Et en fait, les partisans du système Terre qui ont mis en avant une conception différente de la Terre se présentent non plus comme des ingénieurs qui vont réparer un vaisseau dont ils maîtrisent toutes les parties, mais comme des médecins qui sont au chevet d'une planète malade et donc d'un objet qu'ils ne comprennent pas bien, mais sur lequel il faut quand même agir. Donc, pour résumer, ce que je voulais vous dire, c'est que donc dans l'ensemble des pratiques scientifiques, on pense souvent aux données, aux modèles, et ce que j'ai voulu vous montrer ici, c'est qu'il y a une pratique en particulier qui a été de réfléchir explicitement sur ce qu'était que la Terre, et qui a eu des conséquences à la fois sur les programmes scientifiques, en complexifiant la physique du climat, et sur les politiques climatiques, en introduisant des concepts nouveaux pour penser à la fois les normes et les sujets de l'action politique, que ce soit les limites à ne pas franchir ou la nature de ces limites, les agents qui seraient responsables, c'était souvent les humains dans les articles sans tellement de différence, ou la désignation des personnes qui sont capables de bien gérer le système Terre, et c'est souvent, du coup, les experts du système Terre qui vont être capables de faire de la géo-ingénierie. Voilà, je vais m'arrêter là et laisser la place à Amidan. Bon, merci. Donc moi, ce que je voudrais vous inviter, très brièvement, puisque je n'ai qu'un quart d'heure, à revisiter, si vous voulez, la trajectoire du problème climatique, telle que d'ailleurs, moi, je l'ai suivi et exploré pendant 20 ans, parce que quand même, ça fait presque 20 ans que je suis ça. Mais ça ne veut pas dire que je suis simplement les négociations, hein. C'est pas du tout ça. On a construit dans mon laboratoire, donc CNRS, École des hautes études, une équipe où il y avait en particulier des gens qui sont venus parler vendredi avec Christophe Bonneuil, Fressoz, etc., et d'autres hier, enfin bon, etc., sur la question du climat. Et donc, c'était une équipe de sciences sociales qui travaillait sur le problème. Bon, il se fait que moi, je viens des sciences dures, à une époque un peu lointaine, et puis via l'histoire des sciences, bon, voilà, je suis rentrée dans ce problème du climat. Mais donc, on a eu des tas de doctorants qui sont devenus des chercheurs au CNRS ou dans diverses universités qui venaient de cette équipe, quoi. Stéphane Aïkout en étant l'un d'entre eux, avec qui j'ai écrit ce pavé-là, qui s'appelle « Gouverner le climat ». Bon, d'accord, excusez-moi. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette trajectoire du problème climatique, d'une certaine façon, Sébastien a déjà fait un raccourci du problème épistémologique, de la façon dont il a été posé épistémologiquement. C'est-à-dire d'abord un problème principalement de physique du climat et ensuite un problème de modélisation du système Terre, avec effectivement une sorte de discours épistémologique et politique
qui se déplace. On ne va pas agir seulement, mais on va aussi soigner la Terre, préserver un certain nombre de fonctions du système Terre, etc. Bien. Mais moi, je vais repartir et un petit peu insister ici, puisque c'est ça qu'on me demande, sur les dimensions proprement politiques de cette trajectoire. Donc, qui est un petit peu décalé d'ailleurs avec ce qu'a dit Sébastien. C'est-à-dire que Sébastien a parlé de l'évolution épistémologique et l'apparition des sciences du système Terre dès les années 80, puisque l'IGPP, ce programme, c'est 1983. Mais de fait, les négociations ou la façon dont, à l'échelle internationale, le problème est apparu au début des années, enfin, dès les années 80, mais au niveau de la négociation internationale et du multilatéralisme, c'est dans les années 92, à Rio, au premier sommet de la Terre de 1992, on était encore dans, je dirais, la première acception de la physique du climat, comme avec principalement une approche très physiciste du problème, qui d'ailleurs se répercutait très vite en politique, puisque on considérait que le problème climatique, c'était quoi? Pour ceux qui connaissent un tout petit peu le langage mathématique ou modélisateur, c'était un problème aux conditions initiales qui évolue, et puis on regarde comment il évolue et comment est-ce qu'on va agir dessus. Et dès cette époque, par exemple, les pays en développement pauvres qui ont été convoqués dans la négociation du protocole de Kyoto, enfin, qui ont participé au COP dès 1994, critiquaient cette façon de faire. Ils disaient le problème climatique, c'est pas qu'un problème de physique, parce que, évidemment, une molécule de CO2 qui est émise aux États-Unis par les voitures américaines, ou une molécule de CO2 qui est émise par les rizières, dans les rizières de l'Indonésie ou de l'Asie, elle se globalise immédiatement, parce que c'est le propre de ce gaz à effet de serre qui est le gaz carbonique. Elle se globalise de la même façon très rapidement, immédiatement, pratiquement, mais évidemment, on ne peut pas les traiter politiquement de la même façon. Donc ça, c'est un peu le départ du problème climatique et de la négociation climatique quand on crée ce processus. Bon, pour aller vite, entre 1992 et 2002, on peut dire qu'il y a eu quelques espoirs avec, finalement, en 3 ans, la signature du protocole de Kyoto, qui était de dire on va réduire les émissions. Alors, très peu, hein, les objectifs étaient quand même très faibles. C'est simplement les pays en développement, les pays riches qui étaient concernés, c'est-à-dire les pays développés de l'Occident, et les autres ils participaient à la négociation, ils devaient se familiariser au problème, mais ils n'étaient astreints à rien, y compris les pays en développement qui étaient en émergence, pas encore émergents, mais en émergence. Bon, cette décennie-là, elle est aussi marquée très rapidement par des fractures qui vont se développer et qui vont donner des tensions géopolitiques croissantes. Et en particulier aux États-Unis, il y a un courant néoconservateur qui a gagné la bataille interne aux États-Unis. Bon, l'alliance avec les pays du Golfe a été considérée comme absolument l'élément majeur pour le gouvernement des États-Unis. Et puis aussi, depuis l'administration Clinton à Bush fils, eh bien, il est apparu évident que les États-Unis ne voulaient rien, ne voulaient pas s'engager si des pays comme la Chine, dont ils pressentaient que ce serait une puissance politique à venir qui serait rivale, menaçante pour eux d'un point de vue économique, n'avaient pas de contraintes. Et ça a été le retrait du processus de Kyoto des États-Unis et finalement l'enlisement complet de cette négociation, au moins jusqu'à d'abord Copenhague, où on a cru sauver le climat, enfin certains naïfs ont cru qu'on allait signer l'accord général, et en fait il ne s'est rien passé du tout, au contraire, Obama s'est mis dans la même
lignée dans un premier temps que les présidents américains précédents, et ça a été le clash total. Bien. Alors, pendant toutes ces années, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé ce que nous avons appelé un schisme de réalité dans cette négociation, c'est-à-dire un hiatus croissant et énorme entre la réalité du monde, qui était en train d'évoluer terriblement rapidement. Et cette réalité du monde, c'est quoi? Les dérégulations économiques des années 90 et cette explosion des échanges, etc., qui a caractérisé la fin du XXe siècle avec l'OMC qui a favorisé les échanges et le productivisme. Aussi l'explosion des technologies financières qui se sont développées et qui sont allées dans le même sens, et aussi, je dirais, un productivisme énorme et une croissance des émissions de plus en plus accélérée, qui va s'accélérer aussi dans la première décennie du XXIe siècle, avec la croissance incroyable de la Chine à 2 chiffres pendant 10 ans, etc. Bon, tout ça, c'est... Et voilà, il y avait ça c'est la réalité du monde, et en même temps le discours de la sphère de gouvernance qui disait on avance, ça va, on tient les choses, d'année en année ça va, etc., etc. Donc en fait une déconnexion. Et puis d'autre part, des accélérations historiques qui ont conforté ce schisme et qui l'ont aggravé, qui était à la fois donc cette globalisation mondiale qui s'accélère, la croissance de la Chine et aussi les bouleversements accélérés dans le paysage énergétique mondial. C'est-à-dire, bon, il y a eu des problèmes avec le nucléaire. Vous vous rappelez qu'en 2011, il y a eu la catastrophe de Fukushima, mais aussi l'explosion des gaz de schiste et des sables bitumineux dans l'Amérique du Nord, mais aussi la chute du prix des renouvelables qui s'accélère, l'Allemagne qui se pose... Enfin, il y a des tas de choses qui changent le paysage énergétique, mais la gouvernance n'en parle pas parce que c'est en dehors de la discussion pas à pas. Donc voilà. Donc on peut dire que le régime climatique, il a été enclavé. C'est-à-dire que, en particulier, même par sa construction, il est enclavé. On ne discutait pas des problèmes d'énergie, on ne discutait pas des problèmes de commerce international, on ne discutait pas des problèmes de développement des pays directement, et donc le régime avait établi des murs coupe-feu, si vous voulez, entre le climat et les autres questions. Bien. Et on parlait des émissions, c'est-à-dire les émissions, c'est quelque chose qui vient à la sortie du tuyau, si on peut dire, mais pas comment notre civilisation est construite sur l'exploitation des énergies fossiles et qu'est-ce qu'on va faire, comment on va modifier les choses, etc., etc. Bon, je vais vite parce que là je sens que je vais prendre trop de temps. Donc nous arrivons, après Copenhague, etc., à remonter légèrement la pente. Et qu'est-ce qui se passe? La gouvernance décide de changer la méthode et de repartir dans une démarche qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire sur la base du volontariat des pays. Ils vont dire ce qu'ils veulent faire, et finalement, voilà, le traité, l'accord de Paris, c'est ça. C'est-à-dire, tout le monde se met d'accord sur la base de ce que chaque pays veut bien, et ça fait un accord. Hein. C'est ça l'idée. Et bien sûr, cet accord, il est insuffisant eu égard à cette croissance incroyable des émissions qui a eu lieu depuis les 20 dernières années. Bien. Alors, aussi, un autre problème que je mentionne très rapidement. Pendant toutes ces années, l'adaptation au changement climatique, c'est un problème qui s'est imposé de plus en plus, alors qu'il était tabou, là aussi. Il ne fallait pas en parler. Pourquoi? Parce que si on en parlait, c'est qu'on avait échoué à lutter contre le changement climatique. Donc même les experts ne voulaient pas trop qu'on parle d'adaptation. Et ça s'est imposé une fois qu'il y a eu les événements extrêmes qui se sont multipliés, qu'on a bien vu qui en étaient les victimes principales, etc. Et d'une certaine façon, les pays en développement pauvre
aussi ont changé leur position vis-à-vis du problème. Parce que dans les années 90, ils étaient aussi assez sceptiques, hein, il faut le dire. Et ils considéraient qu'eux, ils voulaient se développer, que c'était un cauchemar qu'on leur a inventé pour les empêcher de se développer. Les pays en développement pauvre ont opéré un véritable changement d'attitude vis-à-vis du problème climatique au cours du début du XXe siècle, du XXIe siècle, pardon, en comprenant que le changement climatique, l'effet de serre, etc., ça existait, et qui en seraient les premières victimes? Eux. Le Bangladesh, les petites îles qui allaient être submergées, les pays pauvres qui n'avaient pas les moyens de s'adapter véritablement, etc. Donc tout ça a changé la donne géopolitique. Bien, alors quelques petites choses sur l'accord de Paris et puis où est-ce qu'on en est maintenant. Alors l'accord de Paris, vous le savez aussi bien que moi, bon, il a eu lieu, nous sommes 5 ans après et les émissions continuent à monter, et d'autre part, même les engagements des pays sont totalement insuffisants. Ils sont insuffisants pour stabiliser les émissions et évidemment pour décroître. Donc, et d'une certaine façon, on a intériorisé un certain nombre de lignes rouges, y compris la présidence française qui a orchestré l'accord de Paris, parce qu'elle a considéré qu'il fallait un accord, ça boosterait un petit peu les pays, le paysage, ça redonnerait de l'énergie à tout le monde pour essayer d'avancer, mais toutes les lignes rouges des pays importants, elle les a acceptées. Elle les a acceptées et d'une certaine façon, elle a développé ce que nous avons appelé, Stéphane Haïkout et moi-même, une gouvernance incantatoire où on répète qu'on a eu un grand succès, que ça va avancer, que ceci, que cela. Hein, d'accord ? Bon. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant ? Bon, la question financière est restée en suspens alors qu'elle est majeure, parce que les pays en développement ou en émergence veulent de l'argent pour s'adapter ou pour changer leur trajectoire de développement. Par exemple, le continent africain, qui est stratégique sur la question du climat. Parce que, évidemment, la démographie dans ce continent n'est pas stabilisée. On considère qu'en 2050, il y aura peut-être 1 milliard de personnes supplémentaires en Afrique. Et que donc, si le développement des pays africains est plutôt devant eux que derrière. Il n'est pas engagé de façon sur des rails clairs, etc., alors que d'une certaine façon, en Chine, il est engagé. Même en Inde, il est déjà engagé. Pas toujours sur des bons rails, évidemment. Mais c'est pour ça que pour l'Afrique, c'est stratégique d'avoir des politiques de coopération, je m'excuse de le dire, de développement des énergies solaires en Afrique où il y a du soleil et de l'espace et des choses comme ça. Bon, si on ne le fait pas, eh bien, voilà, nous ne serons pas à 2 degrés ou 3 degrés, nous serons à 5, 6, et comme les climatologues, les experts du climat quand même, auxquels je crois, ont développé des modèles, et récemment les derniers modèles de l'Institut Pierre-Simon Laplace donnent, si on continue les trajectoires telles qu'elles sont, des augmentations de 7 degrés à la fin du XXIe siècle. Bon, ça veut dire que les populations du monde, et en particulier les plus vulnérables, vont souffrir terriblement. Bon, alors voilà la situation. Hein. Donc, maintenant, je dirais que depuis 2 ans, bien sûr, on assiste à une... Alors, est-ce que ça veut dire que tout ce processus-là ne sert à rien, etc. Moi, je ne voudrais pas que, malgré mes critiques et mon ton extrêmement incisif à leur égard, on considère que je pense qu'il faut arrêter tout ça tout de suite. Non, parce que ça a quand même un peu servi à quelque chose. Le off de ce processus a été très important. Il a permis que les ONG, les pays en développement pauvre, les scientifiques, d'une certaine façon, opèrent un certain nombre d'échanges, de synergies, etc. Et que le problème est monté sur la scène internationale. Sans ça, peut-être qu'il ne serait jamais monté au point où il en est. Bon, mais c'est sûr qu'on ne peut pas se contenter de tout cela. Et que la dégradation... On est dans une course de vitesse, je l'ai dit plein de fois. La question climatique, le changement climatique s'accélère, le climat se dégrade, et nous faisons des petites choses, mais absolument pas à la hauteur de ce qu'il faut, et que le hiatus, au contraire, grandit. On ne réduit pas l'écart,
voilà, on ne fait que le maintenir ou l'aggraver. Donc voilà la situation. Alors, ce qui est sûr, c'est que la prise de conscience internationale de la conscience des sociétés civiles a basculé en partie. Je dis en partie. Évidemment, il ne faut pas être totalement prisonnier d'un certain nombre de choses qui sont claires dans nos pays, parce que bon, les mouvements de jeunesse, les prises de conscience, etc., et même les sondages, où l'écologie et la crise environnementale apparaît comme une préoccupation presque première de la population française, par exemple. Bon, mais voilà, on en est là, mais quelle politique nous allons adopter ? Or ça, je regrette par rapport à mes collègues de la tribune précédente, oui, on a besoin d'un gouvernement pour ça. Hein. Alors, notre collègue de l'Aveyron, que j'ai apprécié l'intervention, mais il est venu me dire, vous êtes allé parler à Macron au moment du débat sur les intellectuels, vous avez été invité et vous êtes allé, c'est scandaleux. Non, c'est pas scandaleux. Pour moi, j'ai été invité et j'ai développé mon discours. Bon, j'avais 5 minutes, j'avais calculé chaque mot, hein, ça je peux vous dire. Hein. Et donc, oui, j'ai développé des choses sur la transition énergétique, sur la transition écologique, et à l'échelle européenne et à l'échelle française. Parce que je crois que si on veut agir, sortir de simplement une analyse des choses, je suis, moi, engagée là-dedans. Et je suis engagée depuis beaucoup d'années. Ça, je peux vous dire que je me bats là-dessus beaucoup. Donc, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer en France ? Par exemple, parce que il y a de fait dans la trajectoire, je finis mon histoire, on sait bien que nous sommes dans une phase de déglobalisation générale. C'est-à-dire que d'une part, parce qu'il y a des pays tentés par des politiques protectionnistes qui, pour certains, ont des aspects tout à fait intéressants, on pourra en discuter. D'ailleurs, je suis aussi, par exemple, pour que l'Europe puisse mettre des taxes sur les produits qui sont les produits qui sont produits dans les pays sans politique sociale, sans contraintes environnementales, etc. Bon, on voit bien qu'il y a ceci est dans l'air du temps. Bon, bien sûr, ce n'est pas du tout acquis. Et entre les pays, il y a beaucoup de divergences, etc. Mais voilà. Mais néanmoins, on voit bien que la mondialisation et la globalisation a atteint un peu un sommet et qu'elle est en train, je dirais, de se replier. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour la question du climat, on a su, parce que c'était notre analyse des processus de gouvernance, qu'il faut changer d'échelle. La gouvernance globale, elle a donné ce qu'elle a donné. J'ai dit un tout petit peu, pas beaucoup, et elle ne donnera pas plus. J'en suis persuadée pour le moment. Elle ne peut pas aller plus loin, parce qu'il y a trop de rivalités géopolitiques. La Chine n'accepte pas ceci, les pays du Golfe veulent cela, la Russie veut développer les routes de l'Arctique. Nous ne sommes pas tous sur le même bateau, malheureusement. Donc c'est une véritable lutte. Il y a des pays qui veulent agir, il y a des populations qui veulent agir, et d'autres qui ne veulent pas, ou qui freinent, et d'autres pouvoirs. Donc, ce qui est important, c'est la reterritorialisation des politiques, la prise en main à toutes les échelles de territoire de politiques climatiques cohérentes. Et ça a lieu, parce que malgré tout, par exemple, la coalition des 40 villes qui s'échangent leurs pratiques, etc., leurs bonnes pratiques, si on peut dire, sur les politiques environnementales ou climatiques, bon, c'est quelque chose qui avance, bon, même si ça n'a pas produit encore énormément de choses, mais ça avance. Voilà, donc ça c'est une première chose. Ensuite, non mais c'est vrai, et puis là, et puis d'autre part, je pense qu'il faut, et ça c'est très important, matérialiser le problème. De ce point de vue-là, la discussion qu'on a eue tout à l'heure, elle est très intéressante. Je suis totalement d'accord sur le fait que quand on remplace telle énergie par telle autre, il faut regarder matériellement qu'est-ce qu'on fait, quels matériaux on utilise, comment c'est des prédateurs ou pas, etc. Et donc, il ne s'agit pas de chiffres et de scénarios et de trajectoires abstraits, il faut rentrer dans la matérialité des faits et de l'économie, parce que sinon, ça ne marche pas. Il faut se focaliser sur la finitude des ressources, cette thématique est absolument essentielle, et d'autre part, mettre, je crois quand même, la question de l'énergie très importante dans les débats. Je ne suis pas d'accord avec Jean-Baptiste quand
Il dit, c'est vrai qu'il n'a jamais eu, jusqu'ici, historiquement, de transition énergétique. Mais il faut imposer cette transition vers la décroissance énergétique. Et donc, je crois qu'on ne peut pas simplement dire, il n'y a jamais eu, donc, parce que de toute façon, nous consommons de l'énergie, et aujourd'hui, le pays ne va pas s'arrêter. Le monde, malheureusement, ne va pas s'arrêter en un jour. Il ne va pas s'arrêter de tourner. Donc, voilà, il faut bien mettre en place des politiques de transition énergétique qui vont vers la décroissance de l'utilisation des énergies fossiles. Et enfin, je dirais qu'un des problèmes majeurs que nous allons rencontrer et qu'on a écarté dans la table ronde précédente et qui est un problème très important, c'est celui des contradictions entre les différentes solutions que nous avons. Chaque problème pose des problèmes. Chaque question pose des problèmes entre nous, entre les populations. C'est-à-dire, comment nous allons discuter de tout cela? Il faut apprendre à le faire. Donc je crois que, par exemple, la question de la démocratie citoyenne, de la démocratie participative sur des conflits locaux, sur des politiques à plus grande échelle, etc., c'est quelque chose de très important. Et par exemple, je considère, alors là je donne beaucoup de verges pour me faire battre, je le sais ici, parce que c'est comme ça, c'est partout, c'est comme ça. Il y a eu la décision de faire une démocratie, une conférence citoyenne du climat. Vous le savez, ça, vous avez peut-être entendu vaguement parler de ce truc-là. C'est l'idée qu'on va tirer 150 citoyens au sort, et ensuite ils vont débattre pendant 6 sessions successives, etc., avec des contradicteurs, des experts, des machins, pour essayer de proposer un panel de mesures avec un objectif qui est quand même intéressant, réduire de 40% les émissions françaises d'ici 2030. C'est pas simple, hein, descendre de 40% en 10 ans. Alors tous ces gens qui parlent de tas de choses, bon, qu'est-ce qu'on fait les uns les autres pour résoudre? Quelle politique? Sur quoi on veut tabler? Sur l'alimentation, sur le transport? Comment on fait ces choses-là de point de vue juste socialement pour que les plus pauvres ne soient pas pénalisés? Comment on le fait, etc. Toutes ces questions qui sont à la fois qui nouent les questions à la fois sociales, environnementales, mais aussi démocratiques, parce que nous savons que nous avons en France une méfiance vis-à-vis de la démocratie représentative qui est extrêmement importante, extrêmement grave, je crois, parce qu'elle peut amener à n'importe quoi. Voilà, ça me paraît être le défi de l'heure. Merci. Merci beaucoup, Annie Dahan. Alors après cette prise de parole galvanisante, on va poursuivre le tour d'horizon des différents aspects de la crise climatique. Et donc je vais donner la parole à Jade Lingard, qui va plus axer son propos sur les mouvements de justice environnementale et climatique. Merci beaucoup. Je suis très contente à titre personnel de pouvoir intervenir dans une table ronde qui est signée et donc interprétée en langage des signes. Je pense que la question de l'intégration des personnes en situation de handicap dans nos espaces politiques est majeure et très souvent sous-estimée. Donc merci beaucoup à toutes ces personnes qui se relaient depuis tout à l'heure pour interpréter ce qu'on dit. Donc, bon, moi je suis désolée, j'ai pas préparé, puisque comme Pierre vous le disait, je vais essayer de combler le vide laissé par l'absence de Juliette Rousseau, qui est une militante et l'autrice d'un livre que je vous conseille, qui est très intéressant, qui pose la question des complicités politiques et comment est-ce que dans des luttes, des personnes essayent de mettre en place des méthodes et des manières de faire politique qui soient aussi des façons de faire tomber les mécanismes de domination. Donc des groupes gays et lesbiens, des groupes intersectionnels antiracistes et pour le climat, etc., etc. C'est vraiment une réflexion très intéressante que je vous invite à découvrir davantage en lisant son bouquin. Du coup, bon, comme elle devait parler de ces questions de justice climatique, peut-être que moi je peux juste donner quelques références de cette discussion. Pourquoi est-ce que c'est important d'en discuter aujourd'hui ?
Les mouvements pour la justice climatique sont des mouvements qui sont apparus il y a déjà quelques années, donc autour d'un slogan « Climate Justice », justice climatique, dont l'idée, en fait, fondamentalement, c'est de dire on ne veut pas simplement réduire les gaz à effet de serre, on veut en même temps faire progresser la justice sociale. Et pourquoi est-ce que ces mouvements disent ça? Ils le disent parce que, dans leur analyse, c'est pas possible, en fait, de réduire les gaz à effet de serre sans augmenter la justice sociale, et c'est pas possible d'augmenter la justice sociale sans réduire les gaz à effet de serre. Donc c'est une approche systémique qui est aussi une approche intersectionnelle. Ça veut dire qu'il faut agir de concert, dans le même mouvement, pour réduire la pollution du monde par les énergies fossiles, pour réduire l'exploitation économique des plus pauvres et des plus précaires par les plus riches, pour réduire les dominations de genre et toutes les dimensions racistes, néocoloniales et même parfois carrément colonisatrices de l'économie capitaliste telle qu'elle se développait. Donc ces mouvements, ils disent ça. Et pourquoi ils disent ça? Parce que en fait, ils s'inspirent très fortement de mouvements historiquement qui les ont précédés, qui viennent au départ beaucoup des États-Unis. Enfin, je vais trop vite, mais c'est juste pour donner quelques références. Des États-Unis, ce qu'on appelle les mouvements pour la justice environnementale, qui sont nés du mouvement des droits civiques. Donc ça remonte à tout le combat contre l'oppression raciste des Noirs américains et qui, aux États-Unis, se sont bien vite rendus compte que les personnes noires et afrodescendantes avaient beaucoup plus de risques que les autres de vivre à côté de lieux toxiques. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas simplement un slogan, c'est vraiment toute une histoire de mobilisation sociale et qui est donc très longue. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant de regarder ça aujourd'hui dans ce contexte de discussion? Enfin, à mon avis, c'est qu'on est vraiment face à un paradoxe. C'est que malgré cette longue histoire de mobilisation, malgré le fait qu'on comprend de plus en plus et de plus en plus clairement que la question du climat est une question systémique, c'est-à-dire qu'on lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, il faut les réduire, ces émissions. Mais en fait, les émissions sont les conséquences d'un système de production, de système de transport, d'un système agricole. Donc c'est profondément lié à comment notre économie est organisée. Même si on a toute cette compréhension-là aujourd'hui, pour autant, ce qu'on appelle les mouvements de justice climatique, ils peinent en fait à mobiliser. Et ça se voit comment? Ça se voit dans l'homogénéité sociale, par exemple, des manifestantes et manifestants pour le climat aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un peu délicat à analyser parce que à la fois en France depuis 1 an, on a des manifestations plus importantes numériquement qu'on n'en a jamais eu pour le climat. Donc c'est quand même, c'est important, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Et en plus c'est en train de continuer aujourd'hui. Enfin les dernières manifestations qu'on a vues la semaine dernière, et puis il y a toute une série de rassemblements qui vont commencer à partir du week-end prochain. Donc on est vraiment dans un moment, on peut dire, je pense en France, de monter en manifestant, même s'il y a eu moins de manifestants à Paris que dans plein d'autres villes. C'est une discussion qu'on peut avoir après. Mais pour autant, l'homogénéité en fait, sociale de ces manifestants, elle ne se diversifie pas tellement. Et donc du coup, ça se voit aussi dans le fait que ce sont des mouvements qui sont des mouvements très blancs. Donc, par exemple, les collectifs d'habitantes et d'habitants de quartiers populaires, les collectifs contre les violences policières, les collectifs de mamans des quartiers, pour certains sont un peu présents dans ces manifs, mais ne le sont pas en masse, ne sont pas mis devant les manifs comme on a vu ça aux États-Unis, voilà, pour toutes les raisons que j'expliquais avant. Donc on a cette difficulté-là. Et donc du coup, ce paradoxe, il me semble que politiquement, il est important à comprendre, et il est important à dénouer parce que, et en termes de capacité de rapport de force, et en termes aussi d'accrochage de l'action climatique dans la question sociale, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas aller au-delà des analyses un peu théoriques si on ne rentre pas dans le dur de ces questions. Et qui est lié, je pense, à plein de choses, à comment la question du climat est formulée par les ONG et les mouvements écologistes historiquement. Et ça l'a été, je pense, pour dire les choses de manière trop rapide, sans doute avec une dimension trop concentrée sur la stricte question du CO2, donc du dioxyde de carbone, du gaz carbonique à réduire, et pas assez dans les implications économiques et les inégalités du système qui produit ce CO2.
aussi parce que sans doute aussi les écologistes n'ont pas été, les associations, je veux dire globalement, les organisations, etc., ont sans doute pas été assez présents en fait auprès de collectifs, par exemple, de quartiers populaires. Et donc les alliances politiques, par exemple, auxquelles Juliette Rousseau appelle, elles ne se sont pas faites parce que les gens ne se sont pas assez rencontrés, n'ont pas assez lutté ensemble. La preuve de ça, ça a été évidemment ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes l'année dernière, comme Pierre le rappelait en début, qui ont vraiment percuté complètement cette question climatique en disant en fait, là, le gouvernement, votre politique de lutte contre les gaz à effet de serre, c'est d'augmenter le prix du CO2. Ça fait complètement sens techniquement, ça fait sens économiquement, et par contre, ça ne fait pas sens socialement si ce sont les plus pauvres, les plus dépendants, pas forcément les plus pauvres, mais disons pas les plus riches, qui sont très dépendants, toute cette classe intermédiaire, très dépendante des voitures pour se déplacer, vu ce qu'est notre urbanisme, qui finalement avons le sentiment d'être plus mis à contribution, disait-il, et de plus payer que les plus riches. Et donc ce moment-là, et on a bien vu la surprise et la difficulté qu'ont eu plein de mouvements et d'associations écologistes à comprendre en fait pourquoi est-ce qu'ils disaient ça. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc il y avait vraiment une dimension, moi, je pense, de justice environnementale très forte dans cette colère des Gilets jaunes. Et un an après, quasiment, le début des Gilets jaunes, on n'a pas énormément avancé en fait. En termes de mobilisation, sur comment faire mobilisation commune entre mouvement climat et Gilets jaunes. Il y a des collectifs de Gilets jaunes qui viennent à des manifs climat, des manifestants du climat qui viennent à des rassemblements de Gilets jaunes. Donc tout ça existe, bien sûr, et c'est important. Pour autant, ça ne crée pas un mouvement commun de justice climatique. Donc on est... moi je dis pas du tout la solution, mais simplement je pense que c'est c'est important d'avoir ça en tête, et parce que au fond, la question de politique, philosophique que ça pose, c'est la question des inégalités, des vulnérabilités face au changement du climat, et le fait que on essaie de les mobiliser en disant on est tous concernés par le changement climatique. En fait, on l'est pas tous de la même manière. Moi, l'exemple que je donne souvent, parce qu'il m'a vraiment éclairé à l'époque, c'est qu'en 2003, lors de la grande canicule qui a annoncé en fait d'autres canicules qui ont suivi, mais vous vous souvenez, la canicule de 2003, elle a été particulièrement catastrophique en France, puisqu'on estime qu'il y a 15 000 personnes qui sont mortes, donc une surmortalité. 15 000 personnes qui sont mortes en plus du nombre de personnes qui meurent habituellement, si je puis dire, liées à la canicule. Et en fait, parmi ces 15 000 personnes, quand on regarde la distribution territoriale, donc où est-ce que les gens sont plus morts qu'ailleurs de la canicule en 2003, en fait, le département de la Seine-Saint-Denis est le deuxième département qui a connu la plus forte surmortalité. Et pourquoi ? Parce que les personnes là-bas sont décédées parce que, en mauvais état de santé et avec un mauvais suivi médical qui est lié, qui est le reflet direct de leurs conditions de vie précaires, à cause de leur isolement social, donc des personnes qui n'étaient pas forcément suffisamment informées, pas forcément suffisamment en lien, et en raison aussi de la mauvaise qualité des logements des personnes, et c'est pas forcément uniquement les logements insalubres, c'est aussi les logements qui sont mal isolés. Donc la question climatique est une question profondément sociale. C'est pour ça que tout à l'heure, dans la précédente table ronde, j'évoquais la question de la précarité énergétique, qui est à mon avis très importante, à la fois comme lieu d'action pour réduire les gaz à effet de serre, mais aussi comme lieu d'action pour une plus grande égalité et une plus grande justice. Et ce type d'approche, à mon avis, est la seule manière, pour dire les choses de façon positive, est la seule manière de corser la dimension de justice sociale dans les mobilisations climat. Merci Jade, merci beaucoup.